Florence Sestac, bonjour. Bonjour. La ville de Bourg est heureuse d'accueillir un auteur complet, souvent remercié par des prix, notamment vous étiez la première femme à avoir le Grand Prix du Festival BD d'Angoulême. Il y a actuellement une grande exposition sur la maison d'édition Futuropolis à Angoulême aussi, dont vous avez été l'une des créatrices. Et nous allons essayer de faire un point un petit peu sur votre œuvre, évidemment, rapidement, à partir de quelques questions. Alors, quand on regarde un petit peu vos bandes dessinées et qu'on s'intéresse à la documentation qu'on a sur vous, ce qui frappe, c'est le fait que vous êtes une femme complète qui a touché un peu à tous les domaines de la bande dessinée, puisque vous avez une formation d'artiste avec les beaux-arts et les arts déco, mais vous avez commencé comme libraire de bande dessinée, vous avez été éditrice avec la création d'une grande maison d'édition Futuropolis, et puis vous avez vous-même fait de la bande dessinée. Est-ce que le passage s'est fait assez naturellement de vos études artistiques vers la bande dessinée? On a l'impression dans certaines BD que vous dites que c'est finalement peut-être un peu le hasard, qu'au départ vous chigniez, et puis que c'est par des rencontres que cette ouverture vers la bande dessinée s'est faite? Oui, mais de toute façon, il y a le dessin au départ. J'ai toujours dessiné, moi. C'est une espèce de deuxième vie. Je ne peux pas rester 5 minutes sans dessiner. C'est vital pour moi. Donc, j'ai toujours dessiné. Petite, mes cahiers étaient constellés de dessins. C'est-à-dire que j'étais physiquement là dans la classe, mais la tête ailleurs. Et je dessinais. Et donc, voilà. Ça, je savais que ma vie, elle serait là, dans le dessin et tout ça. Et puis... j'étais dyslexique, donc à l'école j'avais toujours 0, mais j'adorais raconter des histoires, je m'appliquais à faire des belles histoires sur mes rédactions et tout ça, et j'avais toujours 0 parce que je faisais 50 fautes dans une phrase. Et donc on m'avait dit l'écriture c'est pas pour toi, et donc ça m'avait bloqué étant petite. Bon, alors je m'étais dit oublions l'écriture, et la bande dessinée c'est les deux trucs qui m'ont d'un seul coup réunis, qui m'ont dit mais c'est ça ma voie, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Voilà, c'est surtout ça qui m'a emmené jusque maintenant, quoi. D'accord, c'est un bel exemple pour les dyslexiques actuels, parce que en matière de scénario, vous avez vraiment fait vos preuves, et du coup, ça montre qu'on peut surpasser la chose. Et vous étiez lectrice de bande dessinée enfant, oui, alors justement, j'étais un peu... C'était pas normal parce que quand j'étais jeune, on offrait des bandes dessinées aux petits garçons et pas aux petites filles. Les petites filles, il fallait qu'elles apprennent à tenir une maison, s'occuper de la famille et tout ça. Alors que les petits garçons, ils avaient le droit de se détendre et d'avoir des bandes dessinées. Donc mon frère, je me souviens, avait toujours à Noël 1 ou 2 albums de bandes dessinées, un Tintin, un Spirou et tout ça. Et moi, je lui piquais ça. Je piquais des Tintins. Et surtout, moi, j'achetais les petits formats, ce qu'on appelait les petits formats qu'on pouvait s'acheter soi-même au kiosque, qui valaient 20 centimes, 30 centimes. Et donc, je gardais la monnaie des courses et tout, et j'allais m'acheter mes petits pépitos. C'était mes petites madeleines à moi. Pépito, Black Loroc, Tartine Mariole, tout ça. Et donc, je lisais ça en cachette. Et je me suis formée comme ça à la gymnastique de la bande dessinée, quoi. D'accord, c'est vrai que ces petits formats, ils sont souvent oubliés par les historiens de la bande dessinée, par les institutions, et en fait on s'aperçoit qu'ils ont eu un impact social énorme. Terrible. Je trouve que ce qui frappe, enfin une des choses qui frappe quand on regarde votre œuvre, c'est qu'il y a vraiment un style Sestac. Il y a certains auteurs qui s'adaptent, on a l'impression, à des commandes, à ce qu'on leur demande de faire. Ils vont faire de l'humour, ils ont un dessin d'humour, du réalisme. Et puis il y a des auteurs, on pense à Hergé par exemple avec La Ligne Claire, ils ont un style immédiatement identifiable. Et je trouve que vous, c'est tout à fait pareil. Il y a un style Sestac, que ce soit dans du dessin pour enfants, du dessin pour adultes, de l'humour, des choses plus sombres. C'est toujours ce même dessin. Oui. Ce style, comment est-ce que vous l'avez bâti? Est-ce que souvent on voit, j'ai regardé dans des textes, on dit Florence Sestac, qu'elle s'inspire de Miquel, s'inspire de Calvo peut-être. Est-ce qu'il y a, C'est un peu tout ça, effectivement. C'est un peu tout ça. C'est mes lectures enfantines et effectivement ce que j'ai lu. Mon maître absolu, c'est Franquin avec Gaston Lagaffe. Pour moi, c'est le plus grand. Oui, donc c'est le style gros nez, on appelle ça le style gros nez, effectivement. Donc moi je disais c'est bandes dessinées et le tic graphique pour indiquer qu'on va plutôt se marrer que de s'emmerder, c'est le gros nez, donc toutes les bandes d'humour. Et moi je me suis dit, tant qu'à faire un gros nez, on va faire énorme, quoi, énorme. Et ce qui est long à faire, c'est de se créer son identité graphique. Ça vient pas du premier coup. Et le dessin évolue jusqu'à un moment. Il faut se mettre son personnage. On se dit, il faut se mettre le personnage dans le crayon. Quand on voit mes premiers dessins, mes premiers personnages de bande dessinée, Harry Mixon, cette espèce effectivement, de cousin de Mickey avec le béret, les chaussons et tout ça. Et puis maintenant, ça a complètement évolué, quoi. Donc voilà, ça c'est long à faire. Mais on y arrive. Il faut beaucoup bosser, quoi.
Oui, c'est vrai qu'en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement, il y a une vraie évolution entre le Harry Mixon en noir et blanc des débuts et puis les personnages actuels, mais on retrouve quand même cette patte, ce trait arrondi, ce gros nez. Et justement, quand vous êtes passé à des choses plus sociales, un peu plus personnelles, plus dures, la biographie de Charlie Shingo, Le démon de midi, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que mon style gros nez sera adapté à ce propos-là, ou est-ce que finalement c'était votre expression graphique naturelle et puis vous y êtes allé Voilà, maintenant je peux tout dessiner avec des gros nez. Je peux vous faire la guerre 14-18 avec des gros nez, je peux tout vous faire avec des gros nez. Oui. Et justement, c'est ça le challenge, c'est que voilà, je fais des personnages à gros nez, on se dit on va se marrer, et puis on se marre pas toujours. Et c'est ça que j'aime bien, c'est de basculer comme ça, sans arrêt, des larmes au rire, quoi. Voilà. Par exemple, Le démon de midi, qui est mon best-seller, qui raconte c'est une femme qui se fait larguer au milieu de la vie. Le démon de midi, c'est au milieu de la vie à 40 ans par son mari et tout ça. Et c'est pas rigolo tous les jours. Donc j'ai raconté un truc extrêmement sensible, douloureux pour une femme, et j'ai essayé justement de tourner ça en dérision pour que ça soit un peu grinçant. On rit jaune, on rit vraiment. Et voilà, moi j'aime bien de jouer avec ça, quoi. Mais je trouve que c'est une des choses qui fait une des forces de votre œuvre, de sa complexité, notamment pour les amateurs de BD, c'est qu'effectivement, on retrouve ce dessin qui, en théorie, est un dessin humoristique, oui, et qui se retrouve décalé, que à la fois vous jouez avec les codes de la BD, c'est-à-dire que c'est des codes BD, mais que vous n'appliquez pas forcément à l'objet auquel on les applique habituellement en bande dessinée. Oui, oui. Et que je travaille pour les enfants, parce que j'ai fait des bandes dessinées pour les enfants, des blocs. Dans le journal de Mickey, je faisais une page toutes les semaines pendant 11 ans, où les ados, dans le journal qui s'appelait Le Monde des ados, c'est les mêmes personnages. Sauf que pour les enfants, je vais plus m'appliquer sur le dessin, parce que les mômes, il faut les capter avec le dessin tout de suite. Et par contre, pour les adultes, je m'appliquerai plus sur l'écriture. Je vais passer plus de temps à écrire, que les dialogues soient bien en place, que le rythme soit là, tout ça, j'ai plus travaillé, quoi, pour les adultes. Et les déblocs, par exemple, c'est grâce aux enfants que je suis rentré au journal de Mickey. Parce que on m'a demandé de faire une bande dessinée pour illustrer une rubrique qui s'appelait Les déblocs. Et donc j'ai fait mes personnages à gros nez, et la rédactrice en chef me dit « Ah oui, c'est bien, on aime bien, mais il faudrait juste diminuer les nez. » Alors je lui dis « Vous pouvez tout me demander, sauf ça, quoi. Je ne peux pas diminuer les nez. » Et donc ils ont fait des tests auprès des mômes, et qui ont dit « Mais oui, les gros nez, génial, on adore ça et on adore ça. » Et je suis restée grâce à ça, grâce aux mômes. Donc, comme quoi, ça plaît. Et vous avez commencé en noir et blanc, hein, les premiers chez Futuropolis, oui, les Nixon, etc. Puis petit à petit, passer à la couleur. C'est des choix esthétiques, c'est des contraintes techniques. Et vous faites vos couleurs vous-même? La couleur vous a apporté quelque chose? Ça rentre aussi dans la narration. C'est un truc de plus. C'est la bande dessinée, c'est l'écriture, c'est l'image, c'est le dessin, oui, tout ça. Et la couleur, c'est très important. La couleur, on peut jouer aussi avec la couleur dans les albums. Donc c'est un truc de plus. Et donc, moi, je fais tout à la main, à l'ancienne, sur des bleus. Ce qu'on appelle, nous, des bleus, c'est bien spécifique à la bande dessinée, c'est-à-dire que c'est un film noir qui vient par-dessus, la même chose, imprimée sur une feuille blanche. Et donc, c'est un peu comme un coloriage, sauf que les noirs sont impeccables en revenant dessus, quoi. Voilà. Oui, mais c'est vrai que ça fait de belles couleurs. On voit la différence, je trouve, en tant qu'amateur. Voilà. Avec les couleurs faites à l'informatique, on a l'impression d'aplat très artificiel. Voilà. Alors que là, on voit une espèce de douceur, un petit côté aquarelle, qui là aussi, souvent, est un peu décalé parfois avec le propos. Je trouve que les couleurs accentuent le côté rond du trait, le côté gai, avec parfois le propos très dur. Et puis s'il y a des accidents, c'est pas grave. Ça fait partie de la chose aussi, parce que l'ordinateur, ça aseptise tout. Alors, les couleurs, elles sont bien, les dégradés, ils sont formidables, tout ça, c'est bien en place et tout, mais ça fait un truc sec, quoi, je trouve, sec. Et moi, je préfère les petits accidents, comme ça, il y a une tache là, on la laisse, la tache là, c'est pas grave. Voilà, ça fait vibrer les couleurs. Et en revanche, alors pour l'album sur Charlie Shingo, qui est un album assez émouvant et avec un sujet qui est dur. Parfois, vous avez opté pour un dégradé de gris, de rester dans des... Oui, j'ai fait ça au marqueur gris, sur des dessins en noir et blanc, parce que effectivement, c'est une histoire un peu sordide, en même temps, c'est une vraie histoire, encore une fois. Et Charlie Shingo, Jean Telet et moi, on l'avons connu, donc on a vraiment voulu la faire ensemble. Et raconter sa vie en noir et blanc, ça nous semblait mieux, quoi. Oui, ça donne un petit côté aussi documentaire, je trouve. Il y a ce petit côté, justement, comme au cinéma, documentaire en noir et blanc. On est dans quelque chose de sérieux, d'ancien qui est raconté. Et donc, cet album, il fait pleurer. On rigole au début, et puis à la fin, on a les yeux qui piquent, et on ferme, on est un peu comme ça, quoi.
Donc c'est ça qui est bien avec le gros nez, c'est que vous vous faites choper comme ça, oh, une belle histoire, et puis à la fin, ça c'est réussi. Quand ça fonctionne, c'est réussi. Est-ce que vous avez le sentiment ou le retour, c'est une question un peu idiote de m'en excuser, mais je rebondirai sur autre chose après, que du fait de votre position de femme, parlant aussi d'un point de vue de femme, souvent de problèmes de femmes, vous touchez particulièrement un lectorat féminin ou pas Ah si, oui, le démon de midi, ça a été terrible, parce que c'est pas en 96, je crois, le premier est sorti en 96, et les femmes qui ont acheté mon album, c'est des femmes qui achetaient jamais de bande dessinée avant, quoi. C'est le bouche à oreille, tiens, le démon de midi, tout ça, tu devrais l'acheter, et c'est comme ça que j'ai construit ma clientèle, moi. Enfin, mais les gens qui me suivent depuis longtemps, c'est effectivement beaucoup de femmes qui n'achètent pas d'autres bandes dessinées, qui sont pas intéressées par la bande dessinée. C'est juste parce que ça raconte une histoire dans laquelle elles se retrouvent, quoi. Et donc après j'ai fait le démon d'après-midi, c'est la femme de 50, le démon du soir ou la ménopause héroïque, la femme de 60. Bientôt je vais vous faire le démon de minuit avec la maison de retraite, les petits-enfants, le déambulateur. J'accumule et puis après je le fais, quoi. Et donc les gens ils se retrouvent, ils se retrouvent. Alors on raconte ça d'une manière rigolote, mais en même temps ils disent oh oui c'est vraiment ça, vraiment ça. J'ai reçu du courrier de femmes, mais c'était à mourir de rire. Des femmes qui disaient mais vous n'avez pas raconté, moi je vais vous raconter ce qui m'a fait le mien et tout ça, vous ferez comme ça, vous ferez un deuxième album et tout, avec toutes les femmes coquilles vous allez être milliardaire, parce que comme moi j'en ai acheté 3, j'en ai acheté un pour moi, un pour la maîtresse de mon mari, un pour mon mari, et ben vous allez être milliardaire. J'ai reçu que du courrier comme ça, c'était drôle, quoi. Une espèce de femme qui avait besoin de parler de ça, quoi. C'était vraiment ça, c'est un truc qui est parti de rien et hop, voilà. Et quand Michel Bernier est monté sur scène, elle l'a joué pendant 4 ans tous les soirs, dans des théâtres de partout et tout. Et c'était un succès fou. Elle a fini à l'Olympia, elle a bourré l'Olympia pendant 15 jours, et il y avait toutes les femmes au premier rang, remontées comme des pendules, quoi. Drôle. Et parler de soi, parler justement de son intime. C'est ce qu'on raconte le mieux. Oui, et à la fois, en même temps, c'est ce qu'on connaît mieux, qu'on raconte le mieux. Et vous avez poursuivi d'ailleurs dans cette veine avec parfois des personnages qui ne portent pas votre nom, mais avec le démon du soir, avec ma vie d'artiste, ou bien que ce soit pas, elle s'appelle pas Florence, mais j'ai cru comprendre Noémie, quand on voit entre les lignes, que Noémie c'est un peu Florence et ça raconte votre vie dans ce monde de la bande dessinée. Vous en arrivez presque à des choses qui sont presque documentaires, avec la véritable histoire de Futuropolis, qui est presque un livre d'histoire de la bande dessinée. Exactement, raconté par Florence Sestak. C'est ça. Et j'ai fait une certaine époque en me disant il faut que je le fasse maintenant parce qu'après ça sera trop tard. Quand vous racontez des vieilles histoires de photogravures de l'époque, de bandes repro et tout ça, les gens ils savent même plus ce que c'est. Il y avait du matériel à l'époque, maintenant on ne sait plus ce que c'est. Donc il y a un temps pour raconter et je pense qu'il était temps et voilà, maintenant c'est posé. Et effectivement c'est une histoire de notre maison d'édition. Et la manière dont on a construit cette maison d'édition qui est partie on travaillait avec le banquier du coin qui ne comprenait rien à ce qu'on faisait, mais enfin bon voilà, et donc on est parti comme ça de l'aventure sans prévision, quoi. Maintenant c'est plus possible, c'est absolument plus possible. Donc c'est le reflet d'une époque, de choses qu'on pouvait faire à une certaine époque et que maintenant, malheureusement ça devient beaucoup plus difficile maintenant, quoi. Ça m'a frappé aussi, du coup, ces 2 albums, Super Cato, et puis l'album sur le couvent, les jeunes filles... les filles des oiseaux. Voilà, les filles des oiseaux. Du coup, on a l'impression que la question du catholicisme tient une place, alors pas fondamentale, mais quand même une certaine place dans votre travail. Et avec ce côté, on n'est pas dans un anticléricalisme outrancier, mais la dénonciation des excès d'une culture qui peut vous contraindre, qui peut envahir. Chèque Franquin, justement, c'était beaucoup plein, lui, de cette éducation catholique qu'il trouvait castratrice. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que vous avez vécu vous-même en tant qu'enfant dans votre famille normande et que... Oui, j'ai subi tout ça. Moi, j'étais en pension chez les Sœurs à Honfleur, et ce que je raconte dans mes albums, je l'ai vécu. Donc, encore une fois, on raconte bien ce qu'on connaît bien et que c'était lourd, quoi. C'était lourd. Ces chapes de plomb qui nous tombaient dessus, la prière avant les cours, la prière après les cours, prière avant manger, prière avant manger, la prière du soir, la messe le matin, au secours, quoi. Au bout de 3 ans, vraiment, on n'en peut plus, quoi. Donc, c'est une espèce de lavage de cerveau, là, comme ça, c'est terrible, quoi.
C'est terrible. Et donc, on en sort où on sort cinglé, où on, effectivement, on a envie de bouger, de faire tout péter, ce qui a été mon cas, quoi. Et Pétillon a vécu la même chose que moi chez les frères. Et donc, on avait envie de raconter ça, parce que la jeunesse, c'était pas forcément drôle, quoi, de vivre ça. Mais bon, encore une fois, c'est moi qui avais demandé à aller en pension, donc je me suis retrouvée en pension chez les sœurs. Mais en même temps, c'est l'école de la rébellion, parce qu'on en avait tellement marre voilà, tous les jours, on inventait des conneries à faire pour justement combattre tout ça, quoi. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est grâce à eux aussi c'est grâce à ces Voilà. curés un peu, Ça vous apprend un peu austères et réacs que les Voilà. jeunes ont fait mai 68 parce que ça les a poussés. Mais c'est étonnant parce que là aussi, je trouve qu'il y a un côté documentaire. Alors, le Super Cato, le scénario est pétillant, mais je pense qu'il y a plein de choses qui vous touchent aussi. Mais il y a une vraie observation quasiment historique de ce qu'était ce christianisme des années 50, 60, encore très entraînant avec tous ces mouvements, le scoutisme, le père missionnaire qui vient voir les jeunes. Et c'était effectivement le monde avant 68, ce monde était tout gris, et 68, ça a été vraiment une explosion de tout ça, quoi. Donc, heureusement qu'il y a eu 68. Et du coup, moi, c'est l'impression que j'ai un petit peu, mais après, les lecteurs ont parfois des impressions fausses par rapport aux intentions de l'auteur, mais j'ai l'impression que finalement, il y a tout un fil conducteur, là, chez vous, à travers justement ce rejet des institutions qui pèsent sur les gens, et puis cette exaltation un peu de la liberté, que ce soit des institutions comme le mariage, l'Église, les contraintes sociales, etc., et que Schlengo, je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps, c'est presque une espèce de modèle ultime, absolu, de ce que pourrait être ce goût de la liberté. Exactement, oui, c'est ça. Oui. Mais en même temps, c'est ma vie. Je me suis jamais mariée, j'ai fait ce que j'ai voulu dans la vie, j'ai jamais été salariée, j'ai toujours vécu à peu près de mon art et tout, fait ce que je voulais. Donc, voilà, c'est ma vie. C'est un peu ma vie, tout ça, mes rencontres, mes joies, mes peines, tout ça, c'est là-dedans, quoi, effectivement. Oui, d'autant que là, c'est un thème qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, mais qui est important, puisque l'exposition s'inscrit dans un événement culturel autour de la place des femmes dans la société. C'est quand même que vous êtes une femme, auteure-femme, éditrice, femme, enfin dans cette maison d'édition, et que ça marque quand même une certaine rupture, même si vous ne le revendiquez pas de manière militante, dans ce monde de la bande dessinée. Parce que par exemple, dans le monde de l'édition, on a le sentiment, quand on voit ce qu'était la maison Dupuis dans les années 50-60, quand on voit Hergé parler du studio Hergé, c'est qu'il pouvait bien y avoir des femmes, mais que c'était les petites mains, et que c'était les hommes qui géraient. Et là, on vous voit à Futuro dans une équipe, en fait, avec Robial, mais assez sur un pied d'égalité, finalement. Oui, complètement. Oui, complètement. Donc, au début, tout le monde était payé pareil. Tout le monde avait le même salaire, que ce soit l'emballeur ou le chef, on était pareil. Donc, il y avait l'idéologie aussi de l'époque. Après 68 et tout, on allait changer le monde, on allait tout faire bien. Tout le monde est gentil, tout le monde est égaux et tout ça. Donc c'était... Voilà, c'est une époque, mais maintenant, ça marche plus comme ça, quoi. Et ça, c'était pas trop difficile de vous imposer? C'est-à-dire que, quand vous étiez à Futuropolis, de discuter avec des fournisseurs, d'aller voir des auteurs, etc. En tant que femme, votre position était assez acquise, ou il fallait quand même un peu se battre fallait souvent se bagarrer, oui. Quand ils arrivaient, ils disaient, je viens voir il est où le directeur? Je disais, c'est moi qui m'en occupe. Non, mais le chef, il est où et tout? Je disais, non, mais c'est moi. Voilà. Donc, voilà. Oui, il faut s'imposer, mais bon, justement, l'humour, ça fait passer beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup fait passer de choses avec l'humour, ce genre de choses, quoi. Donc, voilà. Et en tant qu'auteur de bande dessinée, vous avez participé à des aventures comme celle d'Anana, j'ai vu brièvement, qui était une revue sœur de Métal Hurlant, qui était animée quand même par un collectif, je crois, assez féministe, assez militant. Oui, c'était volontairement fait pour les femmes, par des femmes. Voilà, et vous, par rapport à ce côté assez militant, assez engagé, c'est quelque chose auquel vous adhériez, ou bien Oui, mais de loin, je ne voulais pas prendre la direction, pas commander, pas tout ça, mais effectivement, ça fait partie de... Moi, je suis une fille de 68, donc j'ai participé à toutes les batailles de ce qu'on a acquis dans ces années-là, et donc j'ai toujours quand même un œil dessus, quoi. Je reste effectivement
consciente qu'il faut parfois encore se remonter au créneau, quoi. Par rapport justement à l'évolution du féminisme, de tout ce mouvement qui a mené des combats légitimes et qui s'est concrétisé, et puis il y a encore des combats bien légitimes à mener, il y a encore à faire. Hein. C'est vrai qu'on pense à d'autres pays, mais même, je vois nous-mêmes dans l'université française, il y a effectivement beaucoup de femmes, mais dès qu'on monte à des postes de direction, style présidence d'université, on s'aperçoit qu'il n'y en a plus beaucoup. Et par exemple, nous, depuis quelques années, on nous a imposé la parité dans les jurys, parce qu'on s'est aperçu que dans beaucoup de jurys d'examen, en fait, il n'y avait pas de femmes souvent. Et alors on passe par la contrainte. Comment vous vous situez par rapport à ce mouvement? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça formidable. Au moins, ça bouge. Et les choses qui devaient être dites, sont posées au moins. Et donc, bon, il y a des choses, on avance par certains côtés, puis d'autres côtés, on recule. Je vois que l'avortement, tout ça s'est remis en question. Il y a les religions écrasent, et certaines religions, je ne vais pas donner des noms, mais qui écrasent quand même un peu la femme en l'assujettissant à la maison, et tu élèves les enfants et tu sors pas et tu fais rien. Bon, donc voilà, il y a des moments où on régresse et des moments où on avance et tout. Il y a une moyenne à faire entre tout ça, mais c'est bien. Et là, je vais participer à un nouveau journal qui va sortir le 17 avril. Donc, je vais pouvoir vous en parler, qui va s'appeler Ciné Madame. Il y a Ciné Mensuel et il y aura Ciné Madame. Fait par des filles, avec toutes voilà, les combats encore à mener et les choses qu'on va dénoncer, quoi. Ah oui, donc ça reprend un peu l'idée d'Anana. Oui, d'Anana, mais un grand journal, un mensuel, voilà, avec plein de... Moi, je vais dessiner, il va y avoir des textes, des photos, enfin, beaucoup de choses, quoi. Un vrai journal de filles. D'accord. Pas avec de la mode et des conneries et de perdre des kilos avant l'été, quoi. Et comme le monde de la bande dessinée, c'est pas un monde misogyne, mais c'est un monde de mauvaises habitudes. Ils ont tellement eu l'habitude d'être entre mecs que une nana, oui, tiens, fille.